sans plus attendre, je vous présente nos deux intervenantes. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Dr Estelle Gerdou, qui est psycho-oncologue et psychothérapeute cognitivo-comportementale et clinicienne chercheuse à l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, docteur. Bonjour à tous et à toutes. Et bon, je suis également avec Dr Waflar, oncologue médical à l'Institut Curie. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour ce qui s'agit des objectifs du webinaire, voilà, la question, ça sera où en est-on d'abord du cancer du sein, ensuite de savoir voilà, quels sont les effets secondaires des traitements du cancer du sein localisé. Et puis ensuite, nous aborderons ensemble voilà, comment accompagner au mieux un collaborateur atteint d'un cancer, voilà, comment se passe l'annonce, quels sont les impacts et comment l'accompagner au mieux. Donc, je vais laisser la parole à nos deux intervenantes, mais avant cela, nous aimerions vous poser deux questions. Donc, ces deux questions, vous les trouvez dans l'onglet « Sondage » en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez y répondre d'ores et déjà. Donc, la première question, c'est de savoir, avez-vous déjà été confronté au retour à l'emploi d'un ou d'une collaboratrice ayant eu un cancer du sein? Et si vous aviez un cancer du sein et que vous deviez retourner au travail, qu'est-ce qui serait le plus difficile pour vous? Donc voilà, je vous laisse répondre et puis je vais commenter en direct vos réponses. Donc pour l'instant, c'est assez partagé. Non, c'est assez partagé. Vous avez déjà été confronté pour la plupart à 60% à peu près à un collaborateur ayant eu un cancer du sein. Et s'agissant de la deuxième question, qu'est-ce qui serait le plus difficile pour vous? Alors, vous êtes beaucoup à dire la perte de confiance en vous, le regard de vos collègues, la perte de vos cheveux, un peu moins la pénibilité de votre poste et le camouflage vestimentaire de votre sein opéré. D'accord, bon. Voilà, donc merci pour vos réponses en tout cas et je vais laisser du coup la parole à Dr Waflar qui va commencer. Docteur Waflar, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Désolée, j'avais coupé pour éviter les bruits parasites. Bonjour à tous, c'est un plaisir de voir autant de gens connectés, de personnes motivées pour comprendre un petit peu mieux le sujet. En quelques chiffres, le cancer du sein, c'est quand même 58 000 cancers du sein diagnostiqués par an. Ça représente 30% sur le nombre des cancers chez la femme. Il faut savoir qu'une femme sur 2 ou 3 aura un cancer du sein au cours de sa vie. Ce qui est important à savoir, c'est que nombre de patientes sont en âge de travailler, donc quasiment 50% des patientes atteintes de cancer du sein sont en âge de travailler et sont en activité au moment du diagnostic. Ce qui est assez effrayant, c'est de voir ce qui se passe dans les années suivant l'annonce de la maladie. Donc, dans les 2 ans après l'annonce, on a un tiers des patientes qui a perdu son emploi ou qui l'a quitté. Et à 5 ans, il y en a encore 1 sur 5 qui n'a pas pu reprendre son travail ou qui a pu reprendre, mais qui a une baisse de revenus très conséquente. C'est des chiffres qui sont quand même qui interrogent et qui nous remettent en question, nous, médecins, sur le lien qu'on a avec la ville et avec les médecins du travail notamment, pour permettre de réinsérer le plus tôt possible et le plus progressivement possible ces patientes-là. Parce que la reprise de l'emploi fait partie du traitement et fait partie de la bonne tolérance des traitements. Alors, quelques mots rapides pour que vous compreniez mieux un peu mieux le cancer du sein et les traitements. Les facteurs de risque, ce sont donc l'âge, le sexe féminin, des prédispositions génétiques. Il y a 5 à 10% des patientes qui ont un cancer du sein d'origine héréditaire et des facteurs de risque tels que le tabac, l'alcool et le surpoids sont de mieux en mieux connus, ainsi que bien sûr les traitements hormonaux comme la pilule ou le traitement hormonal qu'on peut donner chez les patientes ménopausées pour diminuer l'effet des bouffées de chaleur.
Alors, il y a un dépistage de cancer du sein dont on a beaucoup entendu parler, dans le cadre d'Octobre rose, et pour ça, vous avez aussi un rôle important en entreprise, pour développer au mieux ce dépistage via des communications, via l'organisation d'événements, de courses pour sensibiliser les employés. Donc c'est une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans, mais à partir de 25 ans, il est important d'avoir une palpation mammaire régulière, par un professionnel de santé. Et il faut savoir que 50 des patientes qui peuvent avoir accès au dépistage ne sont pas allées faire leur mammographie de dépistage. Donc encore une fois, on a beaucoup de boulot, à faire sur le dépistage. Alors il faut, pour mieux comprendre les patientes, enfin les employées qui reprennent le travail, comprendre par quoi elles sont passées. On a un peu 3 types de cancers du sein. C'est assez spécifique, mais on a des cancers qu'on appelle hormonodépendants, c'est-à-dire qu'on retrouve des récepteurs aux hormones à la surface des cellules. Chez ces patientes-là, on va pouvoir donner un traitement qu'on appelle l'hormonothérapie, et j'y reviendrai plus tard. Et c'est souvent ces patientes-là qui reprennent le travail. Elles ont de l'hormonothérapie, un comprimé tous les jours. Ça semble rien, c'est pas visible de l'extérieur, et pourtant ça entraîne beaucoup d'effets secondaires qui peuvent impacter le retour à l'emploi. Mais le plus gros des traitements, c'est bien sûr ce qu'on a en tête quand on pense au mot cancer, c'est la chimiothérapie qui va, pour une grande majorité des cancers du sein, encadrer la chirurgie. Le but de la chimiothérapie, c'est qu'on va injecter un produit qui va aller partout dans l'organisme, dont l'objectif est de détruire les cellules qui sont en train de se multiplier plus rapidement. Donc c'est une des caractéristiques du cancer du sein. Cette chimiothérapie, on la fait soit avant la chirurgie, l'objectif c'est de diminuer la masse du cancer du sein pour faciliter la chirurgie, soit après. Dans les 2 cas, la chimiothérapie, elle va partout et elle va détruire les cellules cancéreuses au niveau du sein, mais également ailleurs, si jamais il y a des cellules qui sont parties du cancer du sein et allaient se cacher, entre guillemets, à d'autres endroits. L'objectif étant de limiter le risque de récidive, donc d'apparition d'une rechute et d'apparition de ce qu'on appelle des métastases. Les métastases, ce sont des cellules du cancer du sein qui sont allées se cacher à distance dans d'autres endroits. Et donc, on voit sur le schéma que vous avez un petit peu en bas. Donc, on fait les traitements, ça permet de détruire toutes les cellules. Et parfois, il y a des cellules cancéreuses qui réapparaissent. Et donc, l'objectif de toute cette séquence de traitement, c'est d'éviter cette rechute-là. On décide les traitements suite à plein de facteurs, mais globalement, ce que vous devez savoir, c'est que la grosse séquence de traitement, c'est la chimio, la chirurgie, la radiothérapie, et ça dure globalement 8 mois de traitement. 8 mois de traitement, puis l'hormonothérapie. Certaines patientes continuent à travailler pendant toute la séquence de traitement. Alors, elles nous disent que c'est pour garder un équilibre et parce qu'elles en ont besoin, pour rester dans la vie active, pour continuer à se sentir utiles. Et donc, c'est primordial de connaître un peu les effets secondaires de ces traitements-là pour savoir comment adapter leur poste de travail. Alors, les effets secondaires de la chimiothérapie, on les connaît, on entend parler de la chimiothérapie. Hem, pour les chimiothérapies du cancer du sein, malheureusement, à l'heure actuelle, elles font globalement quasiment toutes perdre les cheveux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alopécie. Ça arrive dans les 2 semaines après le début de la chimiothérapie, et ça revient 1 mois après la fin de la chimiothérapie. Ça fait baisser les globules, donc ça expose à un risque infectieux. On a peu de globules blancs, pas globules blanches, pardon, pour se défendre contre les infections. Et donc, c'est des patients chez qui on pourrait conseiller de favoriser le télétravail afin d'éviter de venir sur un environnement de travail avec beaucoup de monde ou de devoir prendre les transports en commun parfois un peu bondés, et donc d'exposer ces patientes-là à ce risque. Ça peut entraîner des nausées qui sont surtout les quelques jours après la chimiothérapie, et donc c'est pour ça que souvent en discussion avec le médecin du travail, ce qu'on conseille, c'est un arrêt séquentiel. Donc c'est 1 semaine après chaque séance de chimiothérapie qui leur permet de reprendre le travail pendant 2 semaines. Donc elles travaillent parfois 2 semaines sur 3. Et puis d'autres effets spécifiques, un peu, plus spécifiques de la chimiothérapie. Alors, ce qui est important à connaître pour vous, c'est quels sont les effets qui vont persister, même à distance de la chimiothérapie. À quoi vont être confrontées ces patientes-là lors de leur reprise à l'emploi? Donc, il faut savoir que 40 des patientes ont encore de l'alopécie, donc une perte de cheveux dans les 6 mois à 3 ans qui suivent la chimiothérapie, et pour 1 à 5 des patientes,
il persiste une alopécie complète, donc un crâne chauve pour 5 des patients, ce qui est, quand même très difficile à vivre et on peut, facilement se mettre à la place de ces patientes-là. Les spécifiques, effets secondaires spécifiques qui peuvent rester, c'est la neuropathie auquel vous pouvez être, confrontés. La neuropathie, c'est quoi? C'est l'atteinte des nerfs périphériques, donc du bout des doigts, du bout des pieds, avec parfois l'impression comme de marcher sur du coton ou de pas sentir ses doigts. C'est des patientes qui vont avoir beaucoup de mal à boutonner leurs boutons, à taper sur un ordinateur, à taper sur leur téléphone et donc on comprend bien quel impact ça peut avoir dans la vie quotidienne et notamment dans le poste de travail avec parfois la nécessité d'adapter le poste de travail et donc le rôle des ergothérapeutes dans le travail pour adapter les outils. Les effets secondaires de la chirurgie, alors on a en tête des patientes qui ont le gros bras. Le gros bras, c'est quoi? C'est lié à un curage axillaire, donc les chirurgiens retirent tous les ganglions qui se trouvent dans le creux du bras. Ça veut dire que la lymphe, donc les ganglions ont du mal à à absorber un peu le liquide qui se trouve de façon normale dans notre organisme, qui va s'accumuler et qui va créer ce qu'on appelle un lymphœdème, donc c'est un gros bras. On réussit de mieux en mieux à gérer ce risque-là, mais néanmoins, heu, on peut avoir des patientes vraiment handicapées par ce gros bras qui ont une contention en permanence, donc comme des bas de contention qu'on peut avoir sur les jambes, mais au niveau des bras, avec l'interdiction ou la recommandation en tout cas de ne pas porter de charge lourde, de faire attention à la mobilité de ce bras-là. Donc on comprend tout de suite quel impact également ça peut avoir sur le travail et la nécessité d'adapter le poste. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des névralgies cervico-brachiales. C'est quoi? Au moment de la chirurgie, pareil, il y a, les nerfs du dessous de bras qui peuvent être touchés et entraîner des douleurs qui irradient dans tout le bras comme des décharges électriques, ou des insensibilités du bras à cause d'une atteinte de ces bras-là, qui peut être très douloureuse au quotidien, parfois nécessiter la mise sous morphine de ces patientes-là, à cause de ces douleurs, invalidantes et nécessiter des séances de kinésithérapie, parfois, 3 fois dans la semaine, et donc pareil, c'est parfois difficile pour ces patientes-là d'organiser leur quotidien et de gérer ces séances de kinésithérapie qui s'intercalent dans leur travail. La radiothérapie, c'est quoi? C'est des patientes qui vont avoir des séances de rayons, 1 fois par jour pendant 5 semaines en moyenne. On essaye pour les patientes qui travaillent de s'assurer à ce que ces séances-là, puissent être mis tôt le matin ou sur la pause déjeuner ou tard le soir pour leur permettre de continuer à travailler et globalement, peu d'effets secondaires si ce n'est ce qu'on appelle un érythème local. C'est une brûlure un peu de la peau par effet de radiothérapie qui peut parfois entraîner pour des patients qui ont des tenues de travail, particuliers, une sensation de brûlure ou de douleur. Et enfin, ce à quoi vous serez le plus confrontés, c'est des patientes qui sont sous hormonothérapie. Alors nos recommandations de traitement de l'hormonothérapie, c'est 5 à 10 ans de traitement. Des traitements qui entraînent une trouble de la libido, une asthénie, des troubles de mémoire, de concentration, auxquels Estelle va beaucoup revenir par la suite, des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires importantes et faut savoir qu'il y a 30 des patientes qui, à 5 ans de traitement, ne prennent plus leur hormonothérapie à cause de tous ces effets secondaires-là qu'on essaye on essaye de mettre des traitements symptomatiques pour diminuer tous ces effets secondaires-là et leur permettre d'être le moins invalidés possible. Un des traitements qu'on met en place, c'est l'activité physique adaptée, et donc la reprise à l'emploi. Donc la nécessité d'avoir une vie active pour ces patientes permet de diminuer ces douleurs, articulaires. Donc si on prend, là, c'est un recueil de patientes de 6 000 patientes pour voir un peu le pourcentage de patientes qui sont gênées par ces effets secondaires. Donc on voit qu'il y a 30 de ces patientes qui ont des arthralgies, c'est-à-dire des douleurs articulaires. 40 des bouffées de chaleur. Donc il faut savoir, il y a les bouffées de chaleur liées à la ménopause. Bah, celles sous hormonothérapie sont encore plus invalidantes. Et donc d'autres troubles de fatigue, de difficultés de concentration et cetera.
L'effet secondaire le plus gênant au quotidien pour cette patiente, donc c'est les troubles musculo-squelettiques, donc des difficultés de mobilité, comme des courbatures permanentes, des difficultés, à la mobilisation quand elle se lève. Alors c'est expliqué par quoi? C'est expliqué que l'hormonothérapie va en fait diminuer le seuil de la douleur. Quelque chose, une pointe de stylo sur notre main qui habituellement ne nous aurait pas fait mal, bah là, à cause de l'hormonothérapie, la douleur est majorée et donc des patientes qui sont beaucoup plus sensibles aux moindres symptômes, douloureux. Comment on traite ça? Bah, des traitements de la douleur, recentrer, décentrer la douleur, réadapter à l'effort, faire de la kinésithérapie et adapter le poste de travail pour éviter des positions douloureuses ou des gestes répétés qui accentueraient ces douleurs articulaires-là. Et je laisse, la parole à Estelle, pour la suite. Merci Pauline et merci à tous et à toutes. Donc je poursuis un peu dans l'idée de ce qui se passe du côté des séquelles neuropsychologiques à court terme, à long terme. Ben, bien sûr, comme vous vous en doutez, si vous l'avez vécu ou dans vos proches ou dans vos collaborateurs, c'est vraiment un séisme, un tsunami émotionnel et c'est aussi pour ça que l'espoir, il a fonction de canaliser l'angoisse. C'est un tsunami pour la personne qui le vit, mais aussi pour toute sa cellule familiale, tous ses projets de vie. En fait, il y a tout qui est remis en question à ce moment-là. Il y a l'image du corps qui est bien sûr bouleversée parce qu'il y a ce qu'on peut voir sur le corps, sur la chirurgie, sur les effets secondaires, sur comment on a reconstruit ou pas. Et puis, bien sûr, il y a tous les effets dans la tête, hein, ce qui se passe et comment ça va bien rebattre les cartes. On distingue généralement 3 temps. Hein, le premier temps, on pourrait même dire 4 temps, le temps des traitements avec plus ou moins de patientes qui poursuivent leur travail pendant ce moment-là, et puis le temps du rétablissement avec là les questions qui émergent à nouveau du côté professionnel, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire. Et ça bascule sur aussi un temps de la peur de la récidive, avec l'idée de dire, moi, je dois apprendre à vivre finalement avec cette possibilité, cette incertitude que mon cancer revienne. Donc ça, c'est un vrai apprentissage de tolérer l'anxiété face à cette zone d'incertitude. Bien sûr, après, il y a un troisième temps qui est celui de la fin de vie. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est l'occasion de rappeler que, bien sûr, on sait guérir de mieux en mieux le cancer du sein, mais que pas tous ne sont curables aujourd'hui. En fait, il y a à peu près un tiers des patientes qui souffrent de détresse psychologique. Hein, donc, c'est une expérience qui est très désagréable. Elle est sociale, elle est spirituelle, elle est physique. C'est une définition internationale. Hein. On dit qu'aujourd'hui que c'est le 6e signe vital, la détresse psychologique. Elle est souvent mal évaluée parce que les collaboratrices n'aiment pas forcément bien le montrer, que ce n'est pas toujours bien toléré, puis qu'il y a toutes les représentations de la société, hein, avec finalement le traitement du cancer du sein est fini, si c'est fini, c'est derrière, hein, on a envie d'oublier, et comme le disait Pauline, il y a beaucoup d'effets secondaires qui continuent, hein, et la maladie n'est pas terminée avec cette peur de la récidive qui est là au-dessus de la tête, un peu comme une épée Damoclès. D'ailleurs, on parle de syndrome Damoclès. D'un point de vue vraiment neuropsychologique, comme Pauline le soulignait, c'est la fatigue, c'est un des effets les plus gênants dans la reprise au travail. C'est un des effets secondaires les plus associés. Ça peut prendre la forme d'irritabilité, de démotivation, puis ça a l'impact, comme vous le disiez dans le chat, bien sûr, la confiance en soi, l'estime en soi, et puis la qualité de vie. Alors, on sait que, oui, il y a des facteurs qui viennent accentuer cette fatigue et que c'est très important à ces collaboratrices d'avoir une hygiène de vie et de respecter aussi le sommeil. Ça veut dire peut-être des adaptations de poste selon les fonctions de la collaboratrice. Votre rôle, nous, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est déjà d'avoir conscience que c'est un effet secondaire qui est aujourd'hui reconnu, et donc de reconnaître ça comme la perte des cheveux, de dire, oui, la fatigue fait partie des effets secondaires. Ça va permettre de déculpabiliser beaucoup votre collaboratrice qui ressent ça et qui, la plupart du temps, n'est pas bien reconnue. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Donc, à vous de le reconnaître, d'organiser peut-être, de proposer une hiérarchisation des tâches pour dire, on va faire les tâches qui sont vraiment nécessaires en début de matinée, de journée, par exemple, et en fonction de la fatigue, les tâches les moins importantes. Hein. Donc, ça veut dire aussi fractionner et réorganiser.
Ça veut dire, une des manières de traiter la fatigue, c'est, comme le disait Pauline, c'est l'activité physique adaptée. Donc, trouvez ce compromis avec votre collaboratrice pour à la fois relancer la machine de l'activation comportementale, l'activité physique, le travail, mais en même temps sans dépasser un certain cut-off, un certain seuil qui viendrait majorer la fatigue. La douleur, là aussi, c'est un des symptômes les plus fréquents, enfin, il n'est pas tant fréquent que ça, mais il est très redouté. Là aussi, selon les femmes, selon le vécu, c'est on le disait, de l'irritabilité, ça peut entraîner de la dépression. Et puis, ce qui est particulier sur ce symptôme de la douleur, c'est qu'il y a beaucoup de représentations, beaucoup de pensées qui y sont associées. Hein, j'ai mal, ça veut dire que mon cancer, il est peut-être en train de revenir. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'idées qui peuvent finalement rehausser cette peur de la récidive. Je ne veux pas prendre d'antalgique parce que ça me créerait une dépendance, ça veut dire que je ne suis pas assez forte, etc. Donc, voilà, toutes les représentations qu'on peut nous-mêmes véhiculer sans s'en rendre compte et qu'il est important de prendre en considération. Il y a un moment donné, quand on a mal, pendant trop longtemps, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ça arrive très souvent chez les collaboratrices, c'est-à-dire qu'elles s'installent dans une forme de douleur et en se disant, de toute façon, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Bon, c'est peut-être aussi à vous de les accompagner pour proposer des solutions. Il y a tout un tas de services d'algologie, il y a des thérapies, notamment ACT. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Voilà, de leur rappeler que ce n'est pas une fatalité, la douleur. Et puis que c'est très important d'aménager le poste en fonction de cette douleur. Alors, un autre effet secondaire qui est extrêmement répandu, c'est ce qu'on appelle le chemobrain ou le chemofog. C'est-à-dire, c'est l'impact cognitif, c'est-à-dire sur la concentration, la mémoire, le langage, qui résulte à la fois de la chimiothérapie, à la fois de la radiothérapie éventuellement et de l'hormonothérapie. C'est un vrai effet secondaire là aussi qui va venir entretenir des cercles vicieux. C'est-à-dire que la collaboratrice va déjà avoir peur de reprendre le travail, mais elle sent qu'elle a moins de concentration. Et comme elle a moins de concentration, ça vient rajouter son anxiété. Comme elle est anxieuse, ça mange de la concentration. Donc, c'est un cercle vicieux qui peut s'installer, d'autant si elle n'a pas de support du côté RH. Alors, ce fameux chemobrain, il se caractérise par le domaine qui touche et puis surtout dans quelle mesure ça va gêner la patiente, à quelle fréquence. Alors voilà des petits exemples de phrases, de plaintes que vous pouvez entendre qui me semblent intéressants à repérer chez vos collaboratrices pour dire « Ah, là, elle est peut-être en train de parler d'un chemobrain. » Donc, par exemple, je n'arrive plus à faire 2 phrases sans chercher mes mots. Je lis. Alors là, il y a tout un tas de gens parmi vous qui sont en train de se dire « Mon Dieu, mais moi aussi, ça me le fait. » Donc oui, c'est normal. Ça le fait aussi dans d'autres situations. Je lis un livre, je dois revenir sans cesse avant. Je raccroche le téléphone, je ne sais plus l'horaire de la réunion. J'entre dans une pièce, mais je ne sais pas ce que je venais y chercher. Quand je suis dans une conversation, je perds le fil. Excusez-moi, vous étiez en train de dire quoi ? Oh là là, je sens que quand on me donne 2 tâches en même temps, on me téléphone et je suis en train de faire ça, j'arrive plus à suivre. Oh, puis je suis devenue lente. Et puis, j'ai l'impression d'avoir la tête dans le coton, la tête dans le brouillard. Et puis, finalement, je n'ai pas très envie de sortir avec les collègues ou d'aller à telle réunion parce que ça me rend nerveuse, anxieuse. Et comme je vous disais, si je suis anxieuse, j'ai moins de concentration. Je fais des erreurs et ça me rend encore plus anxieuse. Et hop, c'est un petit peu le cercle vicieux. Donc, ce chemobrain, il touche la concentration, la mémorisation, la fatigabilité et la mémoire du futur qu'on appelle la mémoire prospective. Hein, c'est celle qui nous permet de dire à la fin du webinaire, j'ai une réunion, je dois aller chercher mes enfants, je dois éteindre le four dans 40 minutes. Voilà, c'est cette mémoire-là. Alors, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, quand une patiente revient au travail ou dans sa famille, les gens sont très bien intentionnés et bienveillants, hein, et puis peuvent avoir des petites phrases du type « Bah oui, ça m'arrive aussi, hein, moi aussi, j'arrive pas à trouver mes mots, moi aussi, quand je rentre dans une pièce, je sais plus ce que je venais chercher ». Ou d'autres phrases du type « Bah ça va, vous êtes trop angoissé, allez, il faut vous changer les idées maintenant ». Je caricature à peine, hein.
Ah ben, réjouissez-vous, enfin, de quoi vous devriez être heureuse là, vous êtes en rémission, vous êtes guérie, de quoi vous plaignez-vous? Ça en entend beaucoup aussi. Ou alors, ben oui, ben peut-être, tu sais, tu es peut-être en train de faire une dépression là, tu as consulté, tu veux pas un antidépresseur, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que dans un quart des cas, il y a une minimisation de la plainte de la patiente. Ou alors, il y a carrément un petit déni, hein, c'est-à-dire que le corps soignant et des ressources humaines ne posent pas la question. Et puis, la plupart du temps, en tout cas en France, c'est un petit peu tabou ce Chemobrain. Donc, bah, là aussi, on vous invite à... Oui, ça peut être quelqu'un qui dit également, je vois dans le chat, oui, ben oui, c'est un petit cancer, hein, un petit cancer du sein, là. Alors, donc, il n'y a pas lieu d'avoir des gros effets secondaires quand on a eu un petit cancer. Bon, tout ce genre de phrases qui, encore une fois, peuvent être bienveillantes, hein, elles peuvent être extrêmement délétères et venir cautionner et entretenir le cercle vicieux de l'anxiété, de la peur de reprise de travail, de la perte de confiance en soi. Donc, si vous légitimez cette plainte, déjà, ça va être une manière de l'accueillir. Et puis, ça va être une manière de dire, OK, il se passe ça, on le sait, ça fait partie des effets secondaires et comment on peut faire avec. Par exemple, vous pouvez envoyer la patiente faire un bilan neuropsychologique, vous pouvez travailler avec des ergots également. Voilà, alors du coup, vous comprenez bien, comme on le disait tout à l'heure, qu'un tiers des patientes ne retournent pas au travail, qu'on a beaucoup progressé dans la survie, mais que ça n'a pas forcément amélioré la qualité, que le fait de reprendre le travail, ça va loin, hein. C'est-à-dire que je ne reprends pas mon travail, j'ai ma qualité de vie qui est moins bonne, je suis en insécurité financière, mon environnement social est moins stable, j'ai moins le sentiment de contrôler ma vie et les choses. Et puis finalement, ça peut augmenter la mortalité. Ça va jusque-là dans certaines études. Au contraire, un retour à l'emploi après un cancer du sein, ça veut dire je fonctionne mieux au niveau social, je suis plus en sécurité financière, j'ai une meilleure santé, une meilleure estime de soi, et ça augmente les chances, enfin, on doit augmenter cette proportion-là, hein, c'est vraiment important. Je sais que vous êtes convaincus, et oui, le médecin du travail est une aide précieuse dans tout ça. Alors, quand on regarde les études, là, pour voir mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une femme, après un cancer du sein, ne retourne pas à l'emploi, il y a beaucoup de données très fortes qui nous montrent que plus le poste a des exigences psychologiques élevées au travail et plus c'est un frein pour retourner dans l'emploi, 4 fois plus de risques de ne pas y retourner. Les patientes qui ont un faible niveau de revenu, un faible niveau socio-éducatif et qui ont eu des cancers un peu plus avancés ont également plus de risques. S'il y a une mastectomie, plus de risques de ne pas revenir à l'emploi. Et puis, toutes celles qui ont des exigences physiques, il y a pas mal de données, alors elles sont un peu moins fortes, mais elles sont là, montrent qu'on a moins de risques. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que la taille de la tumeur, par exemple, elle n'a aucun rapport avec le risque de revenir au travail ou pas. L'âge non plus. Docteur, j'ai une petite question dans le chat de Meredith qui me demande qu'entendez-vous par exigence psychologique? Oui, alors exigence psychologique, ça veut dire ce sont tous les postes qui nécessitent à la fois soit des responsabilités importantes, soit de la flexibilité importante, soit une grande latitude dans la planification de ces tâches. Par exemple, plutôt les postes de type cadre, où il y a un niveau d'engagement, de stress, et puis une gestion des horaires qui est propre et personnelle. C'est ce qu'on appelle... D'accord, merci. Par exemple, les ressources humaines, en effet, ça fait un haut niveau d'exigence. Alors concrètement, comment les accompagner? Comme on disait, je crois Pauline, peut-être. Oui, c'était moi sur celle-là. Alors, comment les accompagner? Vous êtes des partenaires qui sont indispensables pour accompagner les patientes, que ce soit vous, les médecins du travail. Il faut accompagner ces patientes-là, il faut travailler en lien avec les psychologues, les ergonomes, les assistants sociaux et il faut que ce soit progressif et à réévaluer, donc faire des points de réévaluation avec les femmes qui reprennent le travail pour adapter au fur et à mesure. Et il faut être très vigilant avec cette envie des patientes de prouver qu'elles peuvent, prouver qu'elles sont encore bonnes à quelque chose, prouver qu'elles ont encore une place dans l'entreprise et ce cercle un peu vicieux des patientes qui vont vouloir trop faire et pas forcément alerter
sur tous ces problèmes dont on vient de parler. Pas plus tard que vendredi dernier, 2 patientes qui ont repris leur emploi pourtant à mi-temps thérapeutique. Bon, toutes les 2 sont arrivées en consultation 2 mois après la reprise, en pleurs en consultation, en me disant qu'elles travaillaient le week-end, qu'elles travaillaient même sur leur temps thérapeutique, qu'elles travaillaient le soir, pour prouver un peu qu'elles pouvaient y arriver et parce qu'elles ont été tout de suite rebalancées dans leur poste qu'elles avaient initialement, sans forcément d'aide et sans accompagnement, alors qu'en l'espace de 9 mois, on le voit bien, bah, il y a des nouveaux supports, il y a des nouveaux logiciels, il y a des nouveaux collaborateurs et il faut du temps, comme pour un nouvel employé, de se refaire un peu sa place. Donc c'est être vigilant par rapport à ça parce que vous ne serez pas forcément avec des patientes, avec des personnes qui vont vous le dire quand ça ne va pas et donc c'est la question de zéro question, c'est justement il faudra un peu solliciter et dire: «Bah, je suis au courant qu'il y a cet effet-là. Est-ce que vous avez ces symptômes-là et ces effets secondaires-là?» pour qu'on puisse adapter et hiérarchiser. Pour ça, il faut vraiment avoir une visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui permet de sécuriser la reprise, plus ou moins faire un mi-temps ou 80 ou 60 thérapeutique qui peut être évolutif dans le temps. Et faire de la sensibilisation aussi auprès de tous les employés, pour éviter un peu cette banalisation des symptômes, comme le disait Estelle et puis repérer les personnes qui peuvent être le plus à risque ou les plus impactées dans leur traitement pour avoir une action précoce et anticiper, ce retour à l'emploi et diminuer un peu l'anxiété. Je vous promets que les patientes ont une anxiété, mais majeure à la reprise du travail et d'avoir des réunions avant la reprise permet aussi de calmer un peu cette anxiété-là. Et puis pour nous, médecins, c'est de développer ce genre de webinaire d'information pour sensibiliser le monde de l'emploi à ça. Alors qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, nous, à l'hôpital? C'est par exemple l'éducation thérapeutique. L'objectif de l'éducation thérapeutique, c'est d'autonomiser les patients pour leur permettre de mieux comprendre leur pathologie, de mieux comprendre les ressources existantes et comment améliorer les effets secondaires, les rendre un peu plus acteurs de leur traitement et de leur prise en charge. Et on a des ateliers spécifiques qui se développent de plus en plus pour préparer la reprise professionnelle et être un acteur de ce retour au travail. Il y a une des questions qui a été posée de: «Est-ce qu'on connaît le patient partenaire?» Bah oui, on est en train de développer de plus en plus ça parce que qui mieux qu'une patiente qui est passée par là pour accompagner les patientes? Donc ça se développe de plus en plus avec des masters, notamment en santé de patientes partenaires pour développer un peu cette expertise-là et cet accompagnement qui doit bien sûr être personnalisé, pour chacune, des patientes. On a aussi développé des outils de coordination. Alors là, je vous ai mis ceux qu'on a fait à l'Institut Curie, mais il y en a dans tous les hôpitaux et dans beaucoup de centres, j'espère. C'est d'avoir un peu un support papier à transmettre aux médecins du travail, à transmettre, aux ressources humaines pour un peu aider à guider le retour à l'emploi, des patientes et puis qu'elles sachent ce qu'elles peuvent demander, ce qu'elles peuvent mettre en place, pour mieux les accompagner. Et bien sûr, il y a des ressources en ville qui existent. Alors, il y a beaucoup d'associations de patientes qui existent, qu'on transmet, à nos patientes en cours de traitement et en fin de traitement, pour les accompagner. Que ce soit des réseaux sociaux de patientes, prises en charge pour le cancer du sein, d'activités sportives. Il y a une personne qui a parlé dans le chat de la Camille, c'est une des ressources qu'on peut être amené à solliciter. La Ligue contre le cancer a mis en place des aides, pris en charge financièrement pour accompagner les patientes en soutien psychologique et nutritionnel et d'activité physique adaptée en post-traitement du cancer du sein. Donc, on adresse maintenant systématiquement les patientes en post-traitement à la Ligue contre le cancer pour les accompagner sur ces activités-là. Donc ne pas hésiter aussi à conseiller aux patientes des ressources qui existent en ville, de leur dire: «Bah, retournez-vous vers l'hôpital, ils ont des ressources pour vous accompagner en ville, même si vous n'avez pas de rendez-vous avec l'oncologue avant, plusieurs mois». Donc concrètement, on voulait finir sur des grandes lignes, voilà,
des idées, c'est de dire, plus tôt on parle du retour à l'emploi, et mieux c'est, que c'est quelque chose qui ne doit pas être tabou. Vous pouvez évidemment mettre en confiance votre collaboratrice, rassurer sur le maintien de son poste et ou les possibilités d'adapter, de vraiment au regard des effets secondaires qu'on a évoqués. Dès son premier arrêt maladie, il existe différentes possibilités pour la reprise et je pense que vous avez un rôle qui est crucial pour être présent à leur côté, pour réfléchir aux différentes possibilités, tout en respectant la temporalité de la patiente. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à la reprise au travail. Par contre, il y en a certaines qui peuvent manifester l'envie et le besoin. Mais de respecter cette temporalité, c'est très, très important. Un autre, c'était de gérer son absence. Donc, pendant son arrêt maladie, vous savez que normalement, la salariée n'est pas tenue de maintenir un lien avec son employeur et réciproquement, mais pour autant, il y a quand même, on peut se questionner et puis se dire, garder un lien, ça permet de mieux se projeter dans le futur, d'avoir un sentiment, d'avoir toujours sa place au sein de son travail. C'est faciliter les nouvelles par son entreprise, voir ce qui se passe, rester dans le lien, penser la charge de travail. Donc, tout ça est à réfléchir. Bien sûr, il y a la loi et puis après, il y a l'aspect humain. Convenir de solutions des solutions à la situation nouvelle et pour que ça corresponde aux deux parties. Aménager le poste de travail en fonction des besoins, les horaires, le rythme, la durée, la charge de travail. Et puis, vous êtes, comme on vous le disait, un véritable lien avec les équipes qui doivent être les collègues, les collaboratrices qui doivent être sensibilisées à tous ces points-là et de communiquer pour pas que ça devienne quelque chose soit tabou, soit qui vienne nourrir et entretenir les cercles vicieux de l'anxiété, de la perte d'estime de soi et de confiance en soi. Et merci beaucoup pour votre attention. Puis on est là pour répondre à Merci beaucoup. Encore quelques minutes. Merci beaucoup Estelle et Pauline pour votre présentation très claire et très riche. Alors moi, de mon côté, je sais qu'il y a quelques questions qui sont apparues dans l'onglet questions, mais les questions ne chargent pas de mon côté. Moi, je les vois si vous voulez. Ouais. Donc, si vous voulez il y en a pas mal pour toi, Estelle. Sur le ChemoBrain. Alors, la première, c'est quels outils, quel organisme on peut sensibiliser, quel organisme existe pour sensibiliser les équipes sur ce sujet-là? Est-ce que ça peut durer longtemps après le cancer? Et est-ce qu'il peut y avoir des effets post-guérison d'un cancer du sein? Alors, plusieurs questions. La durée du ChemoBrain, on ne la connaît pas bien parce qu'il y a certaines femmes qui vont avoir cet effet-là pendant 6 mois, puis d'autres, ça va être 2 ans, puis d'autres, ça va être encore sur plusieurs années. On essaie de chercher quelles sont les variables qui expliquent cette différence-là. Donc, comme je vous dis, il y a 3 grands groupes qui vont récupérer plus ou moins vite. Pour sensibiliser les patientes et les collaboratrices, vous pouvez notamment regarder à Bordeaux, s'est développé tout un réseau qu'on appelle Oncogite, qui permet... On est connecté, je viens de le mettre dans le chat. D'accord, parfait, qui permet de prendre en charge et d'accompagner les patientes qui souffrent d'un ChemoBrain et de se rendre compte qu'elles sont loin d'être les seules et puis surtout de proposer avec des neuropsychologues professionnels des prises en charge. Donc ça, c'est une manière de le prendre en compte. Est-ce que les femmes vont revenir complètement comme avant? Moi, c'est ce que je dis souvent aux patientes. J'aime à dire que non, parce qu'il s'est passé quelque chose qui, de toute façon, va venir bouleverser leur identité. Et donc, en ce sens, elles ne seront jamais comme avant. Voilà. Il y aura des forces qui se sont développées dans certains domaines, dans certaines compétences, et puis d'autres un petit peu moins. Mais c'est vrai que pour la plupart, le fait d'avoir vécu ce cancer vient remodeler, refaçonner de toute façon des projets de vie et des directions. Donc, non, ce ne sera jamais exactement comme avant, et peut-être c'est ce qu'on peut aussi souhaiter, parce que sinon, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, alors qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave. Il y a quelqu'un qui demande, alors c'est plus pour moi une patiente qui est atteinte d'une leucémie, est-ce que c'est transférable à sa situation? Alors il y a des spécificités dans le cadre du cancer du sein, notamment par rapport à l'image de soi qui est modifiée, mais globalement, tous les patients qui sont pris en charge pour un cancer ou une maladie hématologique comme une leucémie vont passer par ce bulldozer de traitement qui est la chimiothérapie, parfois la chirurgie, et
avec un impact et tous les effets secondaires qui, eux, sont transposables pour ces patients-là, bien sûr, avec la difficulté de gestion des effets secondaires qui durent, même à distance des traitements, et la remise en question de soi et l'impact et la difficulté à reprendre le travail. Donc oui, je pense que cette situation peut être transposable. Je voulais juste rajouter un mot. Il y a quand même donc 30-40% des patientes qui vont récidiver, qui vont avoir un cancer du sein qu'on appelle métastatique. Là, la survie pour ces patientes-là est maintenant, grâce à ce traitement, sur de nombreuses années. Donc, on ne peut pas extraire des patientes du monde du travail parce qu'elles ont un cancer, alors que ce cancer-là est là pour de nombreuses années. Et l'enjeu va être aussi pour ces patientes-là de réussir à adapter le travail et de leur permettre de continuer à travailler malgré ces traitements-là. Parce que nos objectifs de traitement vont être de contrôler la maladie le plus longtemps possible et de leur permettre d'avoir la meilleure qualité de vie. La meilleure qualité de vie, ça veut dire pour certaines de pouvoir vivre normalement et de pouvoir être utile à la société, de pouvoir travailler. C'est leur vision pour certaines des patientes. Et donc, tous ces effets secondaires dont on vous parle, ils peuvent être présents en cours de traitement et d'essayer de maintenir un travail pour ces patientes-là peut être important. Donc, on a beaucoup insisté sur les patientes qui ont une séquence de traitement et puis qui sont en rémission, qui sont guéries. Mais il y a aussi tous ces patients-là chez qui le travail et pour qui le travail est important et pour qui on a du travail à faire, que ce soit nous les soignants et vous du côté de l'emploi. Il n'y avait pas d'autres questions qui apparues dans la rubrique questions. Je vois que Lucie demandait comment poser la question du Chemobrain plutôt que de poser 0 question. Alors, une des manières, ce n'est qu'une proposition, bien sûr, une des manières que vous avez peut-être d'aborder, c'est de dire, on connaît un certain nombre d'effets secondaires liés au traitement. Voilà. On sait qu'il peut y avoir des troubles de la concentration. Comment ça se passe pour vous? Voilà, par exemple. Tout simplement. Dire comment ça se passe pour vous du côté des effets secondaires qu'on connaît, dont fait partie les troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Et comment ça impacte votre poste? Comment on peut vous aider? Même pour nous, en consultation, c'est quelque chose que les patientes, elles nous en parlent pas forcément. Et c'est un peu la question qu'on pose. C'est est-ce que vous avez des problèmes de concentration? Est-ce que tout ça? Et là, elles ont souvent un soupir de soulagement quand on leur dit c'est normal, c'est un effet de secondaire. Elles disent et vraiment parce qu'il y a une grosse remise en question et parfois le risque d'arrêter les traitements d'hormonothérapie à cause de cet impact-là. Une fois que c'est connu et non banalisé, je pense qu'il y a une bien meilleure acceptation de cet effet-là. Donc l'idée, c'est de normaliser sans banaliser. Bon résumé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Super, parce que j'ai des petits problèmes techniques de mon côté. Mais en tout cas, merci encore Estelle et Pauline pour votre présentation et pour toutes ces réponses à ces questions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez retrouver dès cet après-midi le replay et le support de présentation sur notre site. Voilà, encore un grand merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.